Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et voilà la gifle, évidemment, qui est à la une de l'actualité. Cette gifle qu'a reçue le président de la République hier. Est-ce qu'il faut relativiser? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un affront à l'autorité? Et appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. On va parler du déconfinement. On l'a un petit peu évoqué avec l'ouverture des salles de sport, l'ouverture également des restaurants à l'intérieur. Est-ce que vous allez en profiter? Et puis la retraite, encore et toujours. Faut-il reporter l'âge de la retraite à 64 ans? Sujet où le président de la République joue un petit peu au en même temps également. Pour en parler, Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mercredis matins sur Sud Radio pour l'édito politique. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur. Bonjour. Votre chaîne Les Indécis. Et Mathieu Alterman, journaliste. Et vous venez tout juste de publier Norbert Saada, producteur de Légende. Ça sort aux éditions Ramsay aujourd'hui. Non, ça sort pas aujourd'hui, je me suis trompé, ça sort la semaine prochaine. Ah bon, bah c'est préfacé par Alain Delon. Préfacé par Alain Delon, et il faut découvrir ce personnage qu'est Norbert Saada. 250 photos inédites avec les plus grandes stars du monde. Avec les plus grandes stars du monde et des producteurs comme on en fait peut-être plus aujourd'hui. Avec des stars comme on n'en fait plus non plus. Hein. C'est certain. Allez, petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons avec Alexis Poulain. Alexis ? Moi, c'est la non-fin du couvre-feu. C'est génial parce qu'aujourd'hui, on passe de 21h à 23h, mais on est encore dans le couvre-feu. Ça n'en finit pas. Ça fait quasiment un an de mesures exceptionnelles, d'état d'urgence sanitaire. Alors, on est encore sous ce régime jusqu'en octobre. Et puis après, on va voir. Sans doute que ça va encore continuer. On ne sait pas. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on passe de 21 à 23h, alors que je pense qu'on pourrait peut-être commencer à dire, bon, allez, ça y est, ça va aller. On n'est pas à 15 jours près. Surtout que maintenant, on a de quoi être au plus près de reprise de foyers épidémiques. On l'a vu dans les Landes. On a les outils maintenant pour tester, tracer et voir où sont les nouveaux foyers. Donc pourquoi, encore une fois, continuer d'enfermer les Français alors que je crois qu'il y a vraiment un ras-le-bol palpable. C'est un peu le supplice de voir les terrasses ouvertes, mais pas trop. La fête de la musique qui va avoir lieu, mais pas avec les groupes amateurs, interdit. Donc on continue de jouer avec ces injonctions contradictoires. Moi, j'aimerais bien qu'on en finisse et qu'on arrive enfin à une vie normale. Alors ça, je sais, c'est pas pour tout de suite, mais au moins pour le couvre-feu, je pense qu'on pourrait faire l'économie de cette mesure grandement inutile à présent. Oui, ça devrait évoluer. Paraît-il, dans les semaines qui viennent. Mais bon. Il travaille à flux tendu, le gouvernement, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que leur indice, c'était de voir quand est-ce qu'on allait passer sous les 5000 contaminations au jour. Hier, on était à 6000. Donc, c'est au jour près. Et c'est pour ça qu'on passera certainement de 23h à plus de couvre-feu dans les 15 jours, 3 semaines. C'est vraiment au jour le jour qu'ils calculent, tout simplement. Mais je suis un peu d'accord avec Alexis Poulain. Pour le coup, c'est vrai qu'il faut... Bon, ça y est, je pense qu'on a compris, on a eu un couvre-feu pendant un an, les Français ont besoin de sortir, c'est l'été, il fait beau. D'ailleurs, franchement, quand vous regardez les terrasses à Paris, elles ne ferment pas à 21h en ce moment. Non, voilà, non. Donc, et il y a du monde dans la rue, et puis, bien après 21h. Il y a une certaine tolérance, donc c'est un peu de l'hypocrisie générale de dire, là, on fait un couvre-feu. Attendez, excusez-moi, s'ils peuvent se dire qu'ils vont vacciner beaucoup plus de gens dans les 15 jours... mais il est là le calcul, il est juste sur le nombre de personnes qu'on vaccine en plus pendant 15 jours. Non, mais sans doute, mais moi je pense que si on met un couvre-feu à 21h, c'est pour que tout le monde soit chez soi à 23h, et quand on mettra à 23h, c'est pour que tout le monde soit chez soi à minuit. Par exemple, voilà. C'est juste de l'anticipation, mais objectivement, c'est plus aussi contrôlé qu'avant. Éric Verhaeghe, vous êtes sur la même ligne qu'Alexis ? Oui, je suis d'accord avec Alexis. En ajoutant cette nuance, c'est que j'ai pas respecté le couvre-feu depuis son instauration. Et j'ai toujours été frappé de voir le monde qu'il y avait sur le périphérique à Paris. Absolument. À 23h, minuit, alors qu'on devait rentrer, je ne sais plus quelle heure c'était, avant 18h. Voilà, je pense qu'on est très largement passé entre les gouttes. Mais excusez-moi, Eric, le couvre-feu, il n'est pas fait pour les gens qui, à la limite, vous prenez votre voiture, vous êtes dans le périph' et vous allez d'un endroit A à un endroit B, c'est beaucoup moins dangereux que si vous prenez des transports en commun, vous êtes dans la rue au contact de gens. On ne peut pas prendre comme exemple la voiture avec le périphérique parce que c'est pas représentatif de la dangerosité de la circulation. Il y avait énormément de gens qui se déplaçaient après 18h depuis longtemps. Enfin, en tout cas, à Paris, je pense qu'on
beaucoup de gens ont repris une vie normale depuis le mois de février, à mon avis. Alors, Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur. Alors, c'est un peu d'ailleurs dans la foulée de ce que disait Alexis, puisque je me félicite d'apprendre que la Commission européenne va ouvrir une procédure d'infraction contre la Belgique pour manquement à ses obligations en matière de protection des données privées. Et le motif qui justifie cette procédure d'infraction, c'est que la Belgique, qui est quand même le siège de l'Europe, qui paraît-il est un modèle de démocratie, la Belgique a mis en place une espèce de CNIL qui en réalité protège très peu les citoyens contre l'utilisation des données privées, notamment des données de santé, par l'État. Et aujourd'hui, ce qui est reproché à la Belgique, c'est d'avoir collecté énormément de données de santé sous prétexte de Covid, et 2, d'en avoir fait une utilisation qui n'est pas du tout protectrice des libertés individuelles. Et donc je trouve très bien qu'il y ait une procédure qui soit ouverte, d'ailleurs par un commissaire belge, contre la Belgique, mais je pense qu'il faut qu'on se mette à réfléchir si l'affaire ne veut pas être transposée à la France, puisque je trouve quand même que nous avons un gouvernement qui prend des positions extrêmement légères sur la collecte de données, à l'unisson d'ailleurs d'un certain nombre de pays européens, et je pense que ça mériterait qu'on saisisse la Commission pour un manquement à cette directive dite RGPD que tout le monde connaît maintenant, qui est le règlement général de protection des données. C'est pas une directive, c'est un règlement. Excusez-moi, Éric, mais le prenez pas mal, mais quand je vous entends, je pense à Assurance Tourix dans Astérix. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais la donnée, c'est la chose qui va transformer le monde pour des raisons de santé et pas que. C'est la chose la plus importante. C'est ce que tous les grands groupes scientifiques vous expliquent aujourd'hui. Donc non, moi je suis pas... Évidemment, ça peut tomber entre de mauvaises mains. Mais là, ça tient plus du scénario d'un James Bond qu'autre chose. Il y a quand même plus de chances que ça tombe sur de bonnes mains qu'entre de mauvaises. Et cette obsession française... Excusez-moi, mais ça, c'est pas des propos d'Assurance Tourix, c'est des propos de clown. Comment peut-on dire ça après tout ce qu'on a connu au XXe siècle ? Mais il n'y avait pas de données data, vous parlez de quoi? Je pense que... Là, attendez, en Israël, laissez-moi finir ma phrase, Israël s'est sorti du Covid parce qu'ils avaient depuis 20 ans les données des malades numériques. C'est factuel. Vous pouvez pas dire c'est pas vrai, c'est factuel. Donc dire que la donnée c'est quelque chose de terrible complètement, c'est absurde. C'est comme dire je suis contre la voiture en 1910, je suis pour le fiacre. Il est honteux que la voiture arrive, ça a pollué. Oui, la voiture va polluer, mais vous pouvez pas. Vous parlez de la donnée comme si c'était l'utilisation de données allait forcément être terrible pour les consommateurs. C'est pas vrai. Ça va donner des publicités ciblées. Pas votre avis du café du commerce sur la question. Mais c'est pas un café du commerce, il y a un règlement européen qui a été adopté par tous les États, où on l'applique ou on ne l'applique pas. Vous pouvez m'expliquer que le monde où on n'applique pas les règlements européens protecteurs des données est mieux que le monde où on l'applique. Moi, je suis dans un état de droit. Vous pouvez m'expliquer qu'en Israël, c'est vachement mieux, mais je pense que tous les Israéliens n'ont pas dit ça au XXe siècle. Mais il n'y avait pas de data et de données, de quoi vous me parlez? Non, il n'y a jamais eu de fichier des Juifs. C'est bien ça. Mais ça n'a rien. Votre comparaison est inadmissible. J'ai même plus envie de rentrer n'importe quoi. Vous venez de décrédibiliser la totalité de ce que vous avez dit. Merci, monsieur. Ça n'a rien à voir. Non mais c'est hallucinant. Non mais vous pouvez pas comparer, vous pouvez pas faire cette comparaison. C'est le début du totalitarisme. Mais enfin c'est pour faire des publicités ciblées. Vous comparez avec la Shoah, monsieur. Enfin vous pouvez pas comparer la Shoah avec des publicités ciblées. Pas vous rendez compte? Parce que je veux. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Non, mais vraiment, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, en vérité. Voilà. Enfin, je veux bien qu'on dise qu'on est contre le progrès tout le temps, mais enfin, les pays qui s'en sont sortis, c'est parce qu'il y avait effectivement de la collecte de données. Et simplement, effectivement, ça relève plus du James Bond qu'autre chose si les données sont mal utilisées. Enfin, faut arrêter d'être un peu dans la parano tout le temps. Faut que tout le monde relativise. Et de grâce, un peu d'objectivité un peu partout. Alexis Poulain. J'aimerais être dans l'objectivité et dire que oui, il y a un vrai danger sur l'utilisation des données. La preuve en est, c'est qu'il y a des rapporteurs du Sénat qui viennent de publier un rapport qui préconise en fait la désactivation des titres de transport ou des comptes bancaires de personnes qui violeraient la quarantaine, en disant qu'il va falloir utiliser ces données pour faire un régime finalement de citoyenneté à la chinoise, de citoyenneté à la carte. Moi, je suis totalement contre. Déjà, je pense que le pass sanitaire est une hérésie anticonstitutionnelle, et voilà où on nous emmène avec les données. Eh bien, je suis désolé, c'est pas du James Bond, c'est pas non plus du délire. Là, on a des rapporteurs du Sénat qui sont en train de
de nous dire qu'on va rentrer dans une société absolument autoritaire, où on quitte les rives de la démocratie libérale. Et ça, personne n'a l'air de s'en émouvoir. Alors c'est pour des bonnes raisons, c'est pour la santé, etc. C'est toujours pour des bonnes raisons. Et puis, non, c'est pas toujours pour des bonnes raisons, justement. Mais la question voilà ce qu'on va faire des données. On va contrôler, on va empêcher la libre circulation des biens et des personnes. On va faire en sorte qu'il y ait une société à la carte en fonction de qui vous êtes. Et ça va aller très loin parce que les GAFAM, une fois qu'ils vont se transformer en banque assurance, parce que c'est un business model qui peut venir, ils savent tout de vous et vous allez être coincés. Et moi, je ne suis pas vraiment... bien sûr qu'il faut lutter contre cette épidémie, etc. Mais je trouve que là, les garde-fous tombent les uns après les autres, sans débat éthique, sans débat sur le danger de mettre la vie humaine dans l'algorithme de manière perpétuelle et permanente, en pensant que c'est une bonne chose. Non, je suis désolé, je ne pense pas que c'est une bonne chose. On est en train de créer le pire des mondes. Moi, je vous pose une question très, très, très naïve à tous les deux. Vous avez un téléphone portable, vous avez un ordinateur, vous avez... vous êtes déjà tracé, tout le monde, c'est toutes les sociétés auprès desquelles vous commandez savent tout sur vous. Non, Valérie. C'est quoi la différence? Je vais répondre. Il y a un règlement général de protection des données dont on pense ce qu'on veut, mais qui vise à cadrer le traçage et l'utilisation des données. Ce règlement est un règlement européen que même les GAFAM respectent, puisque vous l'avez vu tout au long de l'année 2020, des avertissements dus au titre de les cookies, les machins, les trucs, on n'a plus le droit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette possibilité de surveillance massive qui est très largement effective, la Commission européenne a ceci de bien qu'elle a imposé un règlement pour éviter la violation systématique de la vie privée. Et c'est à ce titre qu'elle met en cause l'État belge. Donc je suis halluciné et les bras m'en tombent quand des gens s'imaginent pouvoir donner des leçons de sérieux lorsqu'ils expliquent que violer le règlement européen de protection des données est une très bonne chose et que c'est un progrès. Mais on se pince. Parce que ce règlement de protection des données européen va empêcher l'existence de tout GAFA européen, tout simplement. Voilà. On sera complètement à la merci des Américains. La vérité, c'est ça. L'absence de GAFA en Europe tient au fait qu'on n'a jamais voulu investir dans la durée, dans la constitution d'entreprises. Mais si vous ne pouvez pas utiliser les données, perdu de l'argent pendant 20 ans. Les GAFA n'existent que parce les GAFAM n'existent que parce qu'ils peuvent collecter de la donnée. S'ils ne peuvent pas le faire, ils n'existent plus. Mathieu, vous affirmez des choses et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous plaisantez, je suis allé à Palo Alto, je connais par cœur le sujet. Attendez, on a mis en place le RGPD. Vous êtes allé où à Palo Alto? Vous êtes allé où à Palo Alto, monsieur? Vous êtes allé dans le siège de Google comme j'y suis allé? Vous ne connaissez pas du tout. Allez, on va clore ce sujet. On se retrouve dans un instant avec vous, la gifle évidemment, à la une de ce débat. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve pour l'édito politique sur Sud Radio tous les mercredis. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur. Votre chaîne, c'est Les Indécis, et Mathieu Alterman, journaliste. Et votre livre, le prochain livre sort la semaine prochaine, Norbert Saada, producteur de Légende aux éditions Ramsay, avec une préface d'Alain Delon. Légende avec un S. Oui, légende, parce qu'il y a beaucoup de légendes. La gifle d'Emmanuel Macron, faut-il minimiser? C'est un affront enfin relativiser plus précisément, un affront à l'autorité. Vous êtes certains à vous réjouir sur Facebook en disant qu'il l'a bien mérité. 0826 300 300 si vous avez envie d'intervenir dans notre débat. On va parler également du déconfinement et si on a le temps du départ, de l'âge du départ à la retraite. On n'a pas fini notre tour de table. Mathieu Alterman. Alors moi, c'est un coup de gueule envers certains médias, voire même beaucoup de médias, qui donnent un micro ouvert à tous ces gens qui se revendiquent de l'idéologie woke. Vous savez, les éveillés, l'égalitarisme absolu, les antiracistes, mais qui sont extrêmement racistes, les racialistes, alors les dialos, les tarbouas, enfin tout ça. Et parce que, au final, qu'est-ce qui se passe? Ça n'impacte pas tant que ça la jeunesse, contrairement à ce qu'ils pensent. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, cette jeunesse a tendance à se radicaliser et vers l'extrême droite en réaction à ce discours permanent où aujourd'hui, on vous explique qu'il faut, sur un plateau, un homme, une femme
et un non-genré sous prétexte d'égalité, je prends un exemple, alors que être une minorité et se revendiquer comme une minorité n'est pas discriminatoire. Ce qui est discriminatoire, c'est dire du mal d'une minorité. Mais dire d'une minorité qu'elle est une minorité, c'est pas discriminatoire. On n'est pas obligé de donner la même parole à quelqu'un qui représente 1% par rapport à versus quelqu'un qui fait 50%. C'est insupportable, en fait. Ouais, non, mais je m'inscris dans ce que vient de dire Mathieu. Et plus même, ce qui me dérange, c'est que ces gens-là que vous avez cités font les sujets, en fait, d'actualité. Et ça, je trouve ça très gênant. C'est-à-dire que là où ils vont, on les suit, on en fait des reportages, on retweet, on partage, et effectivement, ça rend pas du tout service à l'opinion, parce que les gens qui les suivent, les gens qui les like, et ben derrière, ou qui les dislike, en l'occurrence, vont aller vers les extrêmes, et ça va donner quelque chose de très ennuyeux. Quand vous voyez que les jeunes votent en majorité pour les extrêmes, ça c'est des chiffres qui sont concrets, et ben c'est parce que ça s'explique par ces soi-disant légendes, soi-disant influenceurs, qui ont beaucoup de monde qui les suit sur les réseaux sociaux, et qui par conséquent portent la parole et portent n'importe quoi. Et surtout, tout mouvement qui se radicalise favorise toujours son opposition. Toujours. Et c'est ce qu'on va le payer. La jeunesse se tourne de plus en plus vers l'extrême droite parce qu'elle n'en peut plus d'avoir des gens qui leur disent qu'on ne peut pas regarder La Belle au bois dormant, ni Blanche-Neige parce que le baiser n'est pas consenti. Enfin, une polémique tous les 2 jours. Stop. Caroline Dehaas, néo-féministe, qui n'a pas un mot sur des choses, enfin c'est quand même très très sélectif à chaque fois, sur l'affaire Mila, pas un mot, rien, ça n'existe pas. Voilà, c'est dangereux. Vous en pensez quoi, Éric Verhaeghe ? Moi, je pense que c'est pas les médias qui sont dangereux, c'est pas le messager qui porte le message qui... Oui, mais il l'amplifie, c'est une caisse de résonance. Oui, mais alors, moi, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est pas de dicter aux rédactions ce qu'elles ont le droit de mettre en ligne ou pas. On sait qu'il y a un député, d'ailleurs, Stéphane Séjourné, qui a dit qu'il faudrait comptabiliser les temps maintenant de parole de tout le monde. Ça me paraît pas une solution très en phase avec mes idées proches de la liberté et défenseuses de la liberté. Je comprends que des gens préfèrent contrôler plutôt qu'être libre. Moi, mon sentiment, c'est que la meilleure parade à ça, c'est d'ouvrir le marché de l'information à une vraie concurrence, en supprimant les aides directes de l'État et en supprimant la surprésence de l'État dans les médias. Le problème, c'est que les gens qui donnent la parole à la woke culture sont tous des gens subventionnés par l'État. Ils le sont tous, non ? Impressionnant. Moi, je regarde CNews, vous pouvez vous en douter. CNews, à ma connaissance, ne bénéficie pas d'aide directe, et CNews ne passe pas son temps à donner la parole à la woke culture. En revanche, Radio France est subventionné à plus de 100%, puisque Radio France a obtenu une augmentation de son budget dont personne n'a parlé en 2020. C'est chiant, on en a parlé ici même. Et Radio France passe son temps à donner la parole à la woke culture. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien direct entre la subvention de l'État et la parole donnée incessamment à tous ces gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Donc la meilleure façon, c'est de supprimer, la meilleure façon de régler ça, c'est de supprimer les subventions. Je ne sais pas si ça changera le fond des choses. Quand les médias devront vivre de leur audience, vous allez voir que tout à coup, ils vont cesser de donner la parole à des groupuscules. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Éric. Moi, pour travailler dans les médias, j'ai vu des choses. J'ai travaillé notamment à Radio France où j'ai vu des gens qui disaient on invite des gens, ça marche ou pas, on s'en fout de toute façon. On n'a pas de pub, on n'a pas une obligation de faire l'audience sur certaines cartes. Après, c'est pas éditorial. Enfin, c'est pas sur le fond. Mais il y a effectivement un Et puis, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que la France, au fond, elle est de centre droit, et vous avez des médias qui aujourd'hui sont à gauche du PS. Donc c'est normal que ça ne marche pas et que la presse s'écroule. Voilà. Petit tacle à Daniel Schneiderman qui aime beaucoup Sud Radio et qui dénonçait dans un papier lundi le fait que des médias comme CNews ou Sud Radio appartiennent à des milliardaires. Je rappelle que son journal également appartient à un milliardaire. Donc, en général, ça appartient toujours à un milliardaire parce qu'il faut avoir l'argent pour acheter le média. Donc voilà. Petit rappel au cas où il aurait oublié. Alexis, sur les propos woke. Oui, je crois qu'on donne trop d'importance en fait à ces propos. Oui, c'est ce que dit Mathieu. Oui, et c'est vrai que même de parler du fait qu'on donne trop d'importance, c'est d'une certaine façon donner de l'importance aussi à ces propos. Qu'ils soient dans le débat, c'est une chose, qui est maintenant ce brainwashing d'une certaine façon, en disant c'est comme ça qu'il faut penser maintenant, vous voyez, avec cette mise en scène par les médias publics, mais pas que. Vous avez des stars aussi de la chanson qui prennent cette idéologie à bras-le-corps et qui en font un étendard. Je crois que c'est simplement
simplement un segment marketing de plus. Faut pas se... Non, je pense que c'est un petit peu au-delà de ça. Sauf le danger, c'est que les jeunes ne s'informent plus en regardant la télé ou en lisant la presse. Ils s'informent sur Internet, sur avec des comptes spécifiques qui relayent que ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est la norme. Voilà, c'est ça. Et quand ils vont rentrer en contact avec ce qu'on appelle le réel, ça va faire du mal. Mais on parlait tout à l'heure des données et combien c'est dangereux, les GAFA. Mais regardez, c'est le principe de l'algorithme. TikTok va vous servir toujours la même chose que vous aimez. Donc vous allez vous enfermer dans une bulle de réalité alternative, que ce soit woke, que ce soit QAnon, que ce soit peu importe. Mais le mal que font les GAFAM et leurs plateformes réseau monde est terrible à la démocratie. Et ça, rien n'est fait pour lutter contre ces outils antidémocratiques d'une certaine façon. Vu le poids qu'ils ont aujourd'hui et vu surtout la non-transparence de l'algorithme qui fait que oui, vous pensez woke, donc vous mangerez woke du matin au soir et pas du woke. Attention, parce qu'il se trouve justement que le directeur de SpaceX, dont j'ai oublié le nom, je connais que lui, Elon Musk, a proposé l'année dernière une notation des médias en fonction du nombre de fake news ou pas. Et je pense que c'est pas complètement idiot. Mais rappelez-vous à l'époque, quand Emmanuel Macron voulait faire une charte de déontologie, ça avait fait un tollé aussi, ce qui est normal. Donc franchement, la limite et la frontière est très 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 faible. Et il faut faire attention. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut enlever les subventions. Il faut que les médias, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Quand vous êtes youtubeur, vous vivez de votre audience. Voilà. Vous vivez de votre audience. Et de moins en moins pour certains, parce que maintenant on vit beaucoup du brain content aussi. Donc supprimer la redevance pour l'audiovisuel public. Bon, dans le genre woke, je vous l'avais pas donné la petite information. Il faut savoir qu'à Paris, le 4e mardi du mois, il y a un atelier qui s'appelle No Make Annick, et c'est une permanence nocturne en mixité choisie pour les femmes, personnes trans et personnes non binaires pour faire de la mécanique dans un espace libéré des rapports de domination genrée. Mais vous savez, c'est transphobe. Au final, c'est transphobe parce que l'immense majorité des transgenres, des hommes qui deviennent femmes veulent être considérés comme femmes, des femmes devenir hommes comme hommes et ne sont pas rester dans un bien ghetto. Sûr, dans un ghetto. Au final, ça retourne complètement contre le combat initial. Vous irez, Eric Vérag? J'écoutais très volontiers, mais j'ai l'habitude de le faire après 22h. D'accord. Je suis non-binaire et... Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir évidemment pour parler du sujet numéro 1, la gifle à Emmanuel Macron, un affront à l'autorité. Est-ce que cette gifle, c'est une gifle à la République? CNews nous apprend que on aurait retrouvé un exemplaire de Mein Kampf et des armes chez l'un des agresseurs. On va en reparler dans un instant. À tout de suite. On est ensemble avec Éric Vérag, Alexis Poulain, Alex Darmon et Mathieu Alterman. On n'a pas eu votre coup de gueule, Alex. Bah oui, là on n'est pas sorti de l'auberge. Allez-y. Non, mais ça va peut-être faire la transition avec ce qui s'est passé hier. Non, mais c'est le Francis Lalanne. C'est un coup de gueule contre Francis Lalanne et contre tous ces gens. Ça vient en écho de ce dont on vient de parler, qui a très mal réagi à une interview de gens de quotidien, Paul Laroutourou et Paul Bouffard. Moi, Paul Bouffard, je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui, j'ai commencé avec lui. Ce sont des journalistes, franchement, qui font très bien leur travail et qui se retrouvent à l'hôpital avec un traumatisme crânien parce qu'il y a une question qui n'a pas plu à Francis Lalanne et qui balance la caméra sur le journaliste. Enfin, c'est la société de l'ultra-violence. Voilà. C'est devenu une norme. J'ai un petit bémol parce que, effectivement, je ne suis pas particulièrement ami avec Francis Lalanne, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir dans le privé, qui est je considère un escroc et un fou. Mais escroc, ça va loin. Je vais vous dire, mon père avocat, c'est la seule personne que mon père a éjectée de son cabinet. Pour vous situer, voilà. C'était pour Quotidien, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est une émission qui se fout de la gueule du monde entier depuis des années. Il y a un moment, c'est pas bien. Pas de problème. Oui, mais ça, je suis d'accord, pas de problème. Mais est-ce que ça légitime le fait qu'on frappe quelqu'un? Ça légitime pas qu'on le frappe, évidemment, mais il y a un moment. Mais vous répondez pas. Je veux dire, c'est quand même un média, ils passent leur temps à se moquer des gens, à les traiter de tous les noms, tout ça quand ils sont pas là. J'aime pas Francis Lalanne, mais il se trouve que dans ce cas-là, je sais pas. Je veux dire, ce qu'il fait n'est pas bien, mais en même temps, ça arrive quand même à une émission qui a sa spécialité de se moquer des gens quand ils sont pas là. Je suis d'accord, mais on est encore en démocratie. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Il répond à la question. À un moment, il sent que ça dévie. Il savait bien que ça allait se passer comme ça. Ce type est incontrôlable. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je fais un direct télé avec lui. 2 secondes avant le direct télé, il se met un bandeau sur l'œil pour faire croire qu'il a perdu l'œil droit. Ce qui était évidemment faux. Donc ça situe ce qui est Francis Lalanne. Un mot sur Alexis Poulain, sur Francis Lalanne.
Alors moi, Francis Lalanne, je l'ai interviewé quand il avait fait son appel à coup d'État, qui n'était pas vraiment ça, qui disait oui, vous devez prendre vos responsabilités, etc. Puis après, il y a eu les généraux qui ont fait à peu près la même chose. Il y a un climat quand même en ce moment qui rend les gens fous. Il est à fleur de peau, et là, clairement, il y a peut-être la goutte d'eau, le truc de trop. À un moment, il faut se reposer, je crois. C'est bien de militer, c'est bien de s'engager, c'est bien de réfléchir au bien commun, mais il faut le faire avec une certaine sérénité. Or, ce qu'on voit, c'est une radicalité permanente, c'est aussi une essoreuse. Quand vous êtes comme lui, à essayer de faire des choses et puis à passer dans les médias pour qu'on se moque de vous, au bout d'un moment, effectivement, vous pétez un câble. Il n'y a pas d'excuse à la violence, bien sûr. Après, on connaît les méthodes, mais c'est le jeu. J'ai envie de dire, c'est le jeu. Alors, soit on ne s'expose pas médiatiquement et on vit une vie heureuse autour de son arbre, soit on s'expose médiatiquement et on respecte les règles du jeu. Voilà, c'est tout. Donc là, je conseille à Francis de prendre un peu de repos. Il y a l'Euro, en plus, il adore le foot, il y a l'Euro qui va commencer. Voilà. Cédric nous dit qu'on frappe, aller toujours dans l'excès, c'est comme l'agression de Macron qui est en fait une petite giflette. C'est quand même une agression physique. Genre le journaliste a un traumatisme crânien, c'est pas... ils sont allés à l'Hôtel Dieu, je pense pas que les médecins de l'Hôtel Dieu soient particulièrement complaisants à faire des faux certificats médicaux. Éric Verhaeghe, sur le cas Lalanne. Que Lalanne se soit montré violent et à ce point-là est évidemment inadmissible. Maintenant, d'abord, je ne comprends pas pourquoi Quotidien va interviewer Lalanne. C'est-à-dire que Lalanne est quand même quelqu'un... Moi, je ne sais pas pour qui roule Lalanne, mais il décrédibilise tellement l'ensemble des positions qu'il prend. Et je pense particulièrement à sa liste aux européennes, sa liste Gilets jaunes, que je ne sais pas exactement à quoi sert Lalanne dans le jeu politique. Non, mais c'est sûr que si Quotidien va l'interviewer, c'est pour faire du buzz, du bad buzz, ce qui est réussi en l'espèce. De là, transformer Lalanne en une espèce d'icône de la violence politique, ça me semble quand même... Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est effectivement, ça nous amène, ça fait une transition sur le climat actuel. Alors, est-ce qu'il y a un climat particulier, je vous pose la question. Hier, donc, le président de la République, vous le savez tous, a été giflé par un homme qui a poussé le cri de guerre royaliste Montjoie-Saint-Denis. C'était atteint l'Ermitage. On va écouter, bien qu'il faudrait quand même l'image, je ne sais pas si le son apporte, mais on va réécouter ce passage. Saint-Denis, aval Macronie. Voilà, bon, c'est pas un son qui apporte grand-chose, mais on entend abat la Macronie et on entend les cris de Montjoie-Saint-Denis. Donc voilà, certains disent c'est bien fait pour lui, ce qu'a dit Éric Zemmour hier. Il y a toujours des poujadistes qui vont justifier n'importe quelle violence. Bon, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la gifle qu'a reçue le président le sert politiquement, évidemment, puisque ça montre, ça met une loupe sur la radicalisation de l'opposition. Et une opposition se radicalise quand elle fait de moins en moins de voix dans les urnes. C'est ce qui se passe depuis des années. L'opposition en dehors du Rassemblement national qui monte, elle est inexistante au président de la République. Donc forcément, il y a des manifestations de plus en plus violentes qui sont pas spécialement en sa présence. Je parle des manifestations sur tel ou tel sujet. Et quand il est là, les gens qui ne l'aiment pas le montrent de manière plus violente, mais exactement comme il dirait du mal d'un chanteur ou d'un acteur en sa présence. Simplement là, c'est le président de la République. Donc forcément, ça attire des gens un petit peu agités du bocal, on va dire. Je suis pas sûr que ça le serve politiquement. Excusez-moi, mais parce que c'est une image qui va rester quand même dans l'inconscient des gens pendant la fin du quinquennat. Et s'il en fait un deuxième, même pendant le deuxième quinquennat, c'est le premier point. Oui, mais ça montre que l'opposition est violente. Il va dire ça. Oui, mais rappelez-vous, Mathieu, les responsables politiques qui ont pris des claques, ça s'est pas très bien passé pour eux à la suite. Je pense à c'était pas une claque, Nicolas Sarkozy, quand il s'est fait attraper par le col en 2011, il se fait pas réélire en 2012. Manuel Valls qui se prend une claque en Bretagne, ça reste et ça pourrit sa campagne sur les primaires et il sort du jeu politique. Donc c'est jamais bon signe de prendre une claque. Oui, enfin en l'occurrence là, on a un profil du donneur de gifles. Oui, bien sûr. On a retrouvé Mein Kampf chez eux. Bien sûr, ça je suis d'accord avec vous. Donc voilà, c'est un peu. On se rend compte. Les gens qui disent les citoyens sont excédés par le président de la République. Non, évidemment qu'il y a des citoyens excédés par le président de la République, mais en l'occurrence celui qui a donné la baffe n'est pas représentatif des citoyens excédés par le président. Mais l'image dans laquelle on vit. L'image risque effectivement de perdurer. Éric Verhaeghe.
Oui, moi je pense que c'est une affaire compliquée parce qu'il y a deux violences que les gens voient. Il y a la violence physique de la gifle et il y a la violence qui est faite à la personne qui incarne la République. Et je pense qu'en termes d'intensité de violence physique, le passage de Macron au Puy-en-Velay le 5 décembre après l'Arc de Triomphe était bien plus marquant que la gifle qui s'est prise, qui avait quelque chose d'un peu quasiment symbolique. Le fait que la personne qui l'ait giflé ait prononcé des mots royalistes montre bien que ce qui est visé et la violence qui est faite, elle est faite à la personne qui incarne la République et derrière ça au symbole de la République lui-même. Et c'est là, si vous voulez, que je pense qu'il y a un problème de fond, c'est qu'en effet, l'acte politiquement, on voit bien par les répercussions qu'il a dans les médias aujourd'hui, l'acte politiquement est un acte qui est perçu comme un acte fort. Et parce qu'il est d'une façon ou d'une autre une violence faite au régime. Toute la question est de savoir pourquoi aujourd'hui on a un président de la République qui va s'exposer loin de ses gardes du corps dans des visites officielles où il sait que s'il prend un bain de foule, il a un risque objectif d'avoir des gens qui vont avoir des actes de ce type et qui vont marquer les médias. Et ça repose la question, et je pense qu'une grande partie des Français, un certain nombre de Français, ne sont pas outre mesure choqués par ce qui s'est passé, parce qu'ils considèrent que Macron a des comportements qui ne sont pas à la hauteur de ce que doit être l'incarnation de la République. Au fond, ils se disent, d'une certaine façon, il a banalisé la fonction par une série de comportements, de gestes, et qu'on devait bien en arriver là tôt ou tard. De mon point de vue, c'est scandaleux, bien entendu, de mettre une gifle à un président de la République, et même à une personne, quelle qu'elle soit. Mais on voit bien que dans la représentation que les Français ont aujourd'hui de la fonction suprême en République, il y a un malaise. Et que l'interprétation qui est faite de cette gifle s'inscrit dans ce malaise. Mais vous pensez qu'il a raison de minimiser ou pas ? Que Macron a raison de minimiser le geste. Si vous voulez, moi je pense qu'il ne peut faire que ça parce que c'est la meilleure façon de tirer profit politiquement de ce qui s'est passé. C'est de dire, non, regardez, je suis menacé physiquement, mais je suis un homme calme, je maîtrise mes nerfs, etc. Donc, il n'a pas vraiment le choix. Après, je trouve que cette séquence, elle est quand même extrêmement montée en épingle. Alors je comprends pourquoi, on est un creux de l'actualité. Au lieu de parler de la réforme des retraites qui ennuie tout le monde, même si elle est vitale pour beaucoup de gens, on préfère parler de cet événement politique parce que c'est plus facile. C'est la première fois quand même, c'est la première fois qu'un président de la République est giflé. Alors il y avait eu Chirac qui avait essuyé, qui avait dû faire face à un tir. Je le redis, quand sa voiture a été malmenée au Puy-en-Velay, je pense que c'était beaucoup plus brutal. Mais il y a eu moins d'images de près. Je vous donne la parole, Alexis Poulain, dans un instant. On aura Manuel en ligne qui attend depuis un petit moment. 0826 300 300 tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Nous parlons donc de cette gifle donnée au président de la République. Faut-il passer sur cet incident, arrêter de monter en épingle, comme le disait Éric Vérac? On en parle avec vous, 0826 300 300. Et on a en ligne Manuel avec nous. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à vos intervenants. Bonjour. Alors, bien que pratiquant le kickboxing, je suis contre toute violence, et en particulier contre les élus, ou les agents dépositaires de l'autorité publique. Oui. Donc, je ne regarde plus les chaînes d'infos, que ce soit sur le service public ou privé. Mais hier, quand même, j'ai voulu jeter un coup d'œil. Et on associait un peu, pas cet attentat, mais cet incident au Rassemblement national. Alors on voyait partout l'agression de Macron et en fond la photo de Marine Le Pen. Alors moi je trouve ça vraiment, moi ça m'énerve un petit peu, vous voyez, parce que moi je réfléchis et il me semble que cette gifle elle tombe au bon moment, quoi, en fait. Donc on a un président qui va visiter la campagne, la ruralité, des gens qu'il a insultés auparavant. Donc voilà. Et voilà, il prend une gifle et voilà. Et on dit que c'est du Rassemblement national, que c'est Marine Le Pen qui est la fautive à cause de ses discours. Donc,
Moi, je crois que les médias, ils portent une lourde responsabilité sur l'état du pays et sur la désaffection des Français dans les urnes. Parce qu'à force de raconter des bobards, parce que c'est des bobards, là, l'enquête, il n'y a pas d'enquête. Alors pourquoi attribuer ça à l'extrême droite? D'ailleurs, il n'y a pas d'extrême droite en France. Le RN n'est pas d'extrême droite. Non, ils sont. Alors, attendez, on va vous répondre. Merci, Manuel, de votre appel. En fait, ils sont je crois qu'on les situe anarchistes. Alors, Mein Kampf à leur domicile, ça indique quand même. Il y a ça, et puis alors. C'est quand même une donnée. Manuel, bonjour, et si je peux me permettre, en fait, si vous voyez l'image de Marine Le Pen en fond hier sur les chaînes d'infos pendant la baffe, c'est parce que Marine Le Pen a réagi très vite. C'est pour ça. Il y a eu sa réaction en vidéo très vite qui était diffusée. Donc, je pense que c'était des boucles d'images qui passaient de la réaction de Marine Le Pen parce qu'elle condamnait le geste. Donc, je pense que c'est pour ça, et je pense que personne n'a attribué ça. Alors, si, il y a eu au début effectivement au Rassemblement national, mais très vite, ça s'est éteint. Donc, je pense que sincèrement, aujourd'hui, il y a une enquête qui a commencé. Ce qu'on sait sur ces personnes, et notamment sur l'auteur de la gifle, c'est qu'il a 28 ans. On n'en sait pas beaucoup plus. Il était abonné à Papacito. Alors attendez, Alexis Poulain n'a pas parlé. Alexis. Oui, je ne sais pas quel est il faut parler de l'auteur de la gifle. Non, mais c'est ce que votre ressenti sur cette gifle. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est un incident grave? Il y a plein de questions. Non, alors 2 secondes. C'est pas Lee Harvey Oswald et notre JFK national, c'est pas pris une balle dans la tête, donc c'est pas grave. Mais il aurait pu se prendre un coup de couteau. C'est-à-dire que là, ce qui est grave, c'est la légèreté avec laquelle tout ça a été fait. Le service d'ordre a été totalement dépassé par la petite course d'Emmanuel Macron qui va au contact, et c'est ce qu'il cherche à faire dans ses déambulations, sauf qu'il va falloir faire attention, parce que là, ce que disait Xavier Bertrand, d'être à portée de baffe des électeurs, c'est le cas, mais heureusement que cette personne-là n'était pas armée, donc la question se pose sur le dispositif de sécurité dans ces déplacements présidentiels. Ça, c'est la première vraie question, parce qu'on ne peut pas mettre en danger comme ça la République. Emmanuel Macron, c'est certes Emmanuel Macron dans le privé, mais c'est en public le président d'une puissance mondiale qu'est la France. Donc attention, je trouve qu'il y a beaucoup trop de légèreté dans ces déplacements. Ensuite, sur le profil de cette personne, attendons l'enquête. Voyons, on a l'impression que c'est évidemment quelqu'un d'assez flou, potentiellement royaliste, qui aime se déguiser en chevalier, qui crie Montjoie à Saint-Denis, qui est le cri de ralliement royaliste, mais aussi, on va dire, c'est les visiteurs. On retrouve Mein Kampf chez eux. Enfin bref, donc il va falloir creuser pour voir qui ils sont réellement. Je ne crois pas qu'il y a la volonté de faire un coup d'éclat médiatique, clairement. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Maintenant, la question, c'est j'espère que la DGSI a les bons radars pour mettre des outils de surveillance sur des poches de radicalisation d'extrême droite ou de n'importe quelle obédience qui sont en train peut-être de fomenter des attentats politiques. On se rappelle Jacques Chirac qui s'est fait tirer dessus en descendant les Champs-Élysées le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est dans pas longtemps. Et puis, il y a d'autres candidats à la présidentielle qui sont peut-être aussi en danger. Ça peut être le cas de Marine Le Pen, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, et d'autres qui vont se déclarer. Donc il y a un climat tellement étouffant, tellement anxiogène, tellement dangereux, tellement violent en France qu'il faut à la fois avoir les outils de renseignement, mais en même temps il faudrait calmer le jeu en disant c'est inacceptable. Donc je pense qu'il ne faut pas minimiser cette gifle. Elle est très grave dans ce qu'elle dit du climat de violence actuel et de la capacité de décomplexer cette violence. Donc il faut la remettre vraiment au cœur du débat, et c'est pour ça que je pense qu'on en parle et que la classe politique a été unanime. Mais quand j'entends Éric Zemmour dire que Emmanuel Macron a ce qu'il mérite, je suis désolé, ça c'est de l'incitation à la violence. Non, Emmanuel Macron n'a pas ce qu'il mérite. En démocratie, on ne débat pas à coups de poing, on débat à coups d'arguments et dans les urnes. Donc quand M. Zemmour encore fait une embardée dans les lignes rouges de l'appel à la guerre civile, c'est ça qui est inacceptable. C'est ce discours décomplexé de violence avec la parole autorisée. Et ces gens-là ne sont pas remis devant leur responsabilité. Il faut apaiser le débat. Je suis désolé, Emmanuel Macron n'a pas ce qu'il mérite avec cette gifle. On ne tape pas les gens, point. Qu'il soit président ou autre chose. On est en démocratie. Alors, la phrase exacte d'Éric Zemmour, c'est il a lui-même désacralisé la fonction dans la conception française des institutions. Il est le roi. Il n'a pas à engager un dialogue avec un quidam. Bah oui, mais il le ferait pas. On dirait qu'il est un peu différent quand même. Non, mais attendez. Moi, il a dit la citation. Effectivement, ça c'est un tweet, mais effectivement, il a dit il n'a que ce qu'il mérite. Oui, enfin, voilà. Je voulais juste réagir sur un truc. Les Français, moi, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que quand le président a une posture monarque, on dit un monarque, comme on disait pour Giscard ou Mitterrand, ils sont pas contents. Quand le président veut aller vers les gens comme Sarkozy, qui était un pur émotif, ou alors en ce moment Emmanuel Macron, on dit il désacralise la posture présidentielle. Il y a un moment,
je veux dire, ils savent plus du tout quoi faire. Et alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alexis. On va positiver un petit peu, et on va positiver en regardant l'auteur de la baffe quand même, parce qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu, ils se disent heureusement que c'est quelqu'un d'aussi atypique entre guillemets, et pas un électeur lambda. On a quand même quelqu'un de 28 ans qui joue au chevalier et qui était typique de ce lycée, qui étaient les derniers à qui aucune fille parlait. Voilà, on voit ce que c'est un petit peu comme profil. C'est heureusement marginal. Voilà. Il a dit gifler le président, c'est évidemment gifler l'incarnation de la France. C'est Éric Zemmour qui dit ça. C'est absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable. On veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays. Je considère qu'il n'y a aucune excuse. Et il ajoute, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité. Il n'a lui-même pas respecté la fonction et donc il a ce qu'il mérite, si j'ose dire. Ça veut dire quoi, il n'a pas respecté la fonction? Enfin, j'entends ça depuis... C'est le fait d'avoir reçu McFly et Carlito, d'avoir été Giscard recevait Claude François en 75. Et François Mitterrand, quand vous avez Laurent Gérard et Patrick Sébastien qui vont à l'Élysée déguisés en travesti, qui après sont reçus par... Je crois que Laurent Gérard n'est jamais allé à l'Élysée. Si, il a été reçu. Non, mais devant, et après ils sont reçus à l'intérieur, et ils sont reçus par le président de la République François Mitterrand qui disait que ça l'amusait. Et est-ce qu'on en a fait tout un foin? Voilà, McFly et Carlito, est-ce qu'il a fumé un pétard avec McFly et Carlito? Je crois pas. Est-ce qu'il a répondu à l'interview? Il s'est fait tirer la langue, il a accepté des roulades. Non, mais je vous donne les arguments de la désacralisation. Mais est-ce que c'est le fond de cette violence et c'est pas plutôt la violence politique? Elle vient du fait qu'il n'y a pas d'opposition crédible, avec un vrai programme modéré opposé à Emmanuel Macron aujourd'hui en France. Et puis elle vient du fait qu'on vient de vivre une année quand même assez exceptionnelle. Enfin, je veux bien. C'est peut-être de leur faute parce qu'ils nous ont confinés. Enfin, c'était le cas de toute l'Europe et tout le monde. Mais je pense que là, il y a un ras-le-bol général aussi. On croit que tout est permis sur les réseaux sociaux. On peut s'exprimer comme on veut. Enfin voilà, ça vient. C'est un tout en fait cette violence. Quand vous voyez, on parlait de la LAN tout à l'heure, mais Bigard il y a quelques semaines. Enfin, tout le monde peut dire tout, n'importe quoi. Tout le monde peut frapper tout le monde sans aucun problème. Et ben voilà, ça arrive au président de la République et c'est scandaleux et c'est pas normal. Il faut le dire, il faut le répéter et le matraquer. Non, il n'a pas sa part de responsabilité, Emmanuel Macron. Qu'on ne soit pas d'accord politiquement avec ses idées, il n'y a aucun problème. Il y a ce qu'on appelle les élections. On est une démocratie. Dans un an, tout le monde pourra aller voter. Et d'ailleurs, même au mois de juin, tout le monde peut aller voter au régional. Et si on n'est pas d'accord, et ben on lui dit par les urnes. Voilà. Effet gifle, BFM TV en forme hier, 3,4% de part d'audience, CNews à 2,4%, des audiences très élevées. Donc Éric, vous dites pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose, mais visiblement, les gens regardent. Oui, non, mais je trouve que politiquement, la séquence, elle est en effet pas inutile pour Macron, puisque ça lui permet de se positionner en victime, et ça permet de ne pas parler des sujets qui fâchent. Et les sujets qui fâchent sont bien plus graves. Alors cette gifle, je le redis, est un acte inadmissible et qui pose question sur le rejet de la démocratie en France, de la démocratie telle qu'on la pratique. Il n'en reste pas moins qu'il y a des sujets bien plus dramatiques pour la vie des gens. On va en parler de la réforme des retraites. Juste une dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il faut les condamner durement ou pas, ces agresseurs? Alors moi, je me permets d'intervenir. Je vais vous dire, je suis mal à l'aise quand on commence à vouloir faire des jurys populaires. J'ai vu hier que Pascal Praud faisait ça aussi. Ce sont des questions qui me mettent très mal à l'aise parce que la justice, c'est un métier. Et l'appel à la justice populaire, moi, c'est pas la justice populaire. C'est pas la justice populaire. Chaque Français n'est pas capable d'être juge. Non, mais la question est l'interprétation qui sera faite selon qu'ils auront un simple rappel à la loi ou qu'ils auront de la prison avec sursis. Mais on ne sait pas aujourd'hui qui ils sont. Aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas, l'enquête n'a pas eu lieu, on est à chaud, on ne sait pas exactement quelle est la portée, l'intentionnalité politique, est-ce qu'on va découvrir un réseau derrière qui complotait, est-ce qu'il n'y a rien du tout, est-ce que ce sont deux geeks qui ont fait ça pour se marrer et qui n'ont pas, on n'en sait rien. Donc je pense que ce sera précisément le travail de la justice que de faire une enquête et d'établir la gravité et l'intentionnalité des faits, comme le font les juges ou essayent de le faire ou parfois arrive à le faire. Absolument. On a Guy en ligne avec nous. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de me rappeler. Bon, je suis un habitué. Écoutez, pour moi, il y a plusieurs lectures à ce phénomène-là. Il y a la première lecture qui est l'hyperviolence. Le régime démocratique est balbutiant et on ne sait plus où on va. Mais bon, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de la com aussi. Et ça fait partie de la désacralisation que le président de la République a voulu de nos institutions.
Le fait de recevoir des jeunes à l'Élysée, le fait de vouloir arriver au petit pas de course là-bas pour serrer les mains. Donc on ne sait plus trop où on va et peut-être qu'il y a un petit peu d'intox aussi, allez savoir. C'est-à-dire ? On peut se poser un petit peu d'intox, c'est de la communication, parce que si on revisionne la vidéo, il y a eu certainement une approche délétère de vouloir s'en prendre à la personne du président de la République. Mais c'est pas dit que ce soit allé jusqu'au bout. Il a reçu un soufflet peut-être, mais revisionnez la vidéo et vous verrez que le but atteint n'a pas été atteint. Il y a le geste, effectivement, si on est obligé on retient le mot Emmanuel Macron giflé, enfin le but est quasiment atteint. Enfin, effectivement, on les a tous regardés, ces images, pour voir si le but était atteint ou pas, mais est-ce que c'est vraiment le sujet ? On voit le geste et on voit le symbole, c'est surtout le symbole. Et puis si on avait voulu porter atteinte à la personne du président de la République, ça aurait pu être beaucoup plus violent. Pourquoi une gifle et pourquoi pas un coup de poing ? Et pourquoi pas une arme ? Oui, parce qu'ils avaient été fouillés, apparemment, tous ceux qui ont approché le président ont été fouillés. Donc oui, Alex. Non, mais la désacralisation de la fonction du président de la République, moi je veux bien, il arrive en petite foulée, enfin bon, il a 40 ans. Après on va lui dire quoi, il marche, ou alors il se met en bras de chemise. Ça aussi été un procès qu'on lui a fait. Bon, franchement, moi je veux bien qu'on dise qu'il désacralise la fonction présidentielle, Emmanuel Macron, mais dans ces cas-là, Chirac, quand il avait été sur Skyrock, quand il était président de la République, il a aussi désacralisé la fonction présidentielle parce qu'il a parlé à des jeunes. Non, mais moi, c'est surtout, je ne comprends pas, quand on n'est pas d'accord avec un politicien, on se base sur ce qu'il fait, sur ses idées. Mais parler de la manière dont il marche, ses vêtements, qui reçoit. Finalement, ça ne sert absolument pas d'autres personnes que le président. Alexis ? Oui, ça ne sert à rien de commenter le geste technique de la gifle, la petite foulée de Macron. Je crois qu'il y a derrière quelque chose, par contre, qui fait que cette gifle met un peu le grain de sable et enraye la propagande élyséenne qui se met en marche là, avec ce pèlerinage d'Emmanuel Macron dans la France qu'il ne connaît pas. Il est en train d'être touriste dans son propre pays. On sait très bien que c'est une mise en scène pour se mettre en selle pour 2022, que ça pousse aussi les régionales. Là, on est en plein exercice de propagande old school. Alexis, on le voit, la semaine dernière à Saint-Cyr. Arrêtez. La semaine dernière, c'est un village Potemkin où il y avait 200 sélectionnés par le maire pro-Macron qui étaient là avec toutes les caméras pour dire que ça allait bien. Cet exercice-là est ridicule. Je pense qu'à un moment, comme ça que ça s'est toujours passé. Alexis, ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Vous voyez le convoi non, il n'y a jamais eu autant de flics. Il y a 3 bataillons de gendarmerie qui sont rigolés. Sur Sarkozy, il n'y avait pas autant de flics quand il a été à Bayonne. Alexis, les journalistes choisis. Non. C'est un niveau de propagande. Non mais Alexis, Jacques Chirac, pendant des décennies, a fait croire qu'il venait de la Corrèze alors qu'il n'y allait que 15 jours par an en vacances et qu'il était né dans le 7e. C'est quand même, ça fait partie, c'est pas nouveau. Il a même fait croire qu'il aimait le foot. Moi, j'ai interrogé un ancien du SPHP, du service de protection des hautes personnalités, qui avait protégé Chirac, et il m'a raconté que tous les gens qui étaient au bord des barrières étaient des militants, étaient des gens choisis, que tout était organisé. C'est pour ça que. Mais enfin, on est en 2021, quoi. Et on nous sert des trucs où tu as l'impression que c'est le petit père des peuples qui vient distribuer des roses aux méritants de la nation. C'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça vraiment anachronique, vraiment inutile. Et ça coûte cher. Et c'est vraiment une propagande, pour moi, archaïque. Alexis, la vérité derrière, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, vous annoncez que le président passe dans votre région, vous avez beaucoup moins de monde qu'il y a 30 ans. C'est aussi ça. Ce n'est pas un événement qui a 30 ans. Absolument. On se retrouve dans un petit instant et on va parler de la réforme des retraites, chère au cœur de notre ami Éric Verhaeghe. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Il nous reste assez peu de temps, Éric Verhaeghe, mais on y reviendra bien évidemment. Mais je voulais qu'on en parle de cette réforme des retraites. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a plaidé pour un âge de départ à la retraite fixé à 64 ans contre 62 ans. Pourtant, début juin, Emmanuel Macron a alimenté les spéculations sur cette réforme des retraites en disant qu'il devrait prendre des décisions difficiles. Il a dit que rien n'était exclu. Pour Bruno Le Maire, ça reste une priorité. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? C'est la seule solution ? Vous me posez la question ? Oui. D'abord, je n'imagine pas qu'on ne soit pas obligé, quel que soit le gouvernement, y compris Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir, je n'imagine pas qu'on puisse échapper
à un relèvement de l'âge, non pas à 64, mais à 65 ans dans des délais rapides, parce que ce ne sera de toute façon pas soutenable. C'est un principe de réalité qui s'exerce. Les gens ne peuvent pas vivre de plus en plus longtemps en étant de plus en plus longtemps à la retraite avec de moins en moins de salariés qui cotisent, c'est mécanique. Donc, j'imagine pas qu'on puisse y échapper. La question, c'est comment on le fait. C'est-à-dire, est-ce que d'abord il y a un vrai débat ou pas? Et aujourd'hui, on vit quand même dans cette situation hallucinante où on a une loi qui a été adoptée par le Parlement et qui n'a jamais été promulguée, et on dit finalement on va faire autrement. Et je comprends pourquoi, parce que cette loi, je pense, c'était une mauvaise loi. Maintenant, la question, c'est celle de l'égalité en réalité et de l'intérêt du système. L'égalité, c'est est-ce que les fonctionnaires vont enfin être traités de la même façon que les salariés du privé, ou est-ce qu'on va continuer à avoir des discriminations où les salariés du privé ont des retraites en moyenne 40% inférieures à celles des fonctionnaires? Et deuxièmement, est-ce que on va rentrer dans un système où on contient un peu la dépense? Parce qu'aujourd'hui, je pense aux générations qui arrivent, qui ont été sacrifiées par l'enfermisme du coronavirus et qui aujourd'hui consacrent une part importante de leur salaire à cotiser pour des retraites qui sont servies aux gens qui sont protégés et eux-mêmes n'y auront pas droit. Je pense qu'il y a un problème d'égalité aujourd'hui, de solidarité intergénérationnelle qui s'oppose. Est-ce que politique... Oui, alors allez-y. Non, je voulais revenir sur ce que disait Eric. Il y a une chose, vous avez dit au début, qui est fondamentale. On ne peut plus aujourd'hui dire, un politique ne peut plus dire qu'il ne va pas augmenter l'âge du départ à la retraite parce qu'il ment. Voilà. On est dans un système de retraite par répartition en France. Effectivement, on vieillit de plus en plus. Il est mathématiquement impossible de ne pas augmenter l'âge. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Maintenant, effectivement, le comment on va faire. Là, mais avoir des débats sur pour ou contre augmenter l'âge de la retraite, je ne veux plus qu'on en ait. Ça n'a pas de sens, à moins d'introduire une privatisation dans certains. Voilà. Mais sinon, c'est juste pas possible. Le problème, vous savez, 64 ans. Il y a 50 ans, c'est plus du tout 64 ans aujourd'hui. Les Beatles chantaient When I'm 64 en parlant d'eux comme s'ils allaient très très vieux. Aujourd'hui, McCartney, il en a 80. Ouais. C'est plus du tout pareil. On ne peut pas effectivement considérer qu'on va travailler le même temps que le temps qu'on va passer à la retraite. C'est juste impossible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est très bien de reculer l'âge de la retraite. Il faudrait pour ça qu'il y ait encore de l'emploi pour les seniors. On en est loin. Donc il va falloir revoir totalement le marché de l'emploi, totalement la façon aussi dont on va aménager le travail. Parce que c'est bien de reculer à 64 ans. 64 ans, ça tombe bien, c'est l'espérance de vie en bonne santé. À partir de là, on est souvent malade, on a souvent une maladie chronique ou autre. Donc certes, on vit plus longtemps, mais on vit aussi plus longtemps malade. Donc faire travailler des gens âgés, usés, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire à partir d'un certain âge, donc il y aura forcément une rupture d'égalité parce que je suis désolé, pompiers, urgentistes, policiers, c'est pas des métiers qu'on peut faire comme ça jusqu'à pas d'âge, on a besoin d'un certain état physique pour les faire. C'est également le cas dans le bâtiment. Donc il y a vraiment une réflexion sur la pénibilité du travail, réflexion qui a été totalement éludée par Emmanuel Macron, qui n'aime pas le terme pénibilité parce que ça veut dire que le travail est pénible. Or, il l'a évoqué, c'est pas vrai. Il l'a évoqué, mais alors il n'aimait pas du tout le terme pénibilité. C'est vous dire déjà comment la novlangue est en train de s'emparer d'un sujet important, puisqu'il y a 14 ans d'écart d'espérance de vie entre les métiers les plus physiques et les plus précaires et les métiers qui sont les mieux lotis. Vous savez très bien que... Laissez-le terminer. Oui. Mais donc c'est très bien d'avoir un débat sur la retraite, mais il faut avoir un débat argumenté et avec ses faits en disant c'est très bien de dire qu'on vit plus longtemps, mais attention, dans quel état? Et il y a certains de nos concitoyens qui ne vivent pas plus longtemps et qui ont des métiers usants. Non mais, là, il faut les prendre Alexis, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des gens qui font des métiers extrêmement pénibles l'ont bien souvent commencé plus tôt, donc ne seront pas concernés. Et ils auront rempli tout leur trimestre. Avant les autres. Ça dépend. Oui. Avec ce chômage de masse, c'est plus le cas. Vous avez aujourd'hui une certaine précarité qui un Français sur 10 quand même sous le seuil de la pauvreté. Je vous rappelle pas les chiffres du chômage qui sont toujours catastrophiques, avec une armée quand même de réserve du capital que sont les chômeurs. Et en plus la réforme de l'assurance chômage, ce qui va encore compliquer la donne. Donc soit d'accord, mais ça veut dire que si on réforme les retraites, on réforme le marché du travail. On fait en sorte que oui, tout le monde puisse avoir un travail et payer à juste valeur. Et on pense aussi au travail des seniors, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, le chômage de longue durée touche
souvent les gens qui ont 55 ans et plus. Et ça, personne n'en parle. Donc pourquoi vouloir reculer l'âge de la retraite si c'est pour faire plus de chômeurs? Donc il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur le fonctionnement d'un système. Alors attendez, on n'a pas entendu Alex. Non, mais Alex Armand. moi je suis toujours pas très mal à l'aise avec ce sujet parce que depuis que j'ai 20 ans et que je fais mes études et que je vais travailler, on me dit que tu n'auras pas de retraite, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc je suis toujours très mal à l'aise et je maîtrise pas trop le sujet, mais je me dis que ce qui est intéressant, c'est que si on fait un débat, regardons ce qui se passe à l'étranger. Parce que je crois en mémoire que la France est le pays qui a l'âge de départ à la retraite le moins élevé, une moyenne de 67 ans, je crois, et ça se passe pas trop mal à l'étranger, dans les autres pays européens, en Allemagne. Et on a plus de chômage. Et on a plus de chômage, exactement. En Allemagne, en Italie, en Espagne, tous les âges de départ à la retraite sont plus élevés. Donc le débat est très intéressant, il est très important à mener, mais moi je trouverais intéressant qu'on aille voir aussi comment ça se passe, comment c'est financé. Alors c'est pas les mêmes, c'est vrai, mode de financement, c'est pas les mêmes économies, mais il y a quand même peut-être des idées à récupérer et à étudier. Et sur les seniors, il y a quand même une chose, c'est que quand on dit que vous êtes à la retraite à 60 ans, une entreprise se dit qu'elle va renvoyer la personne à 57 et qu'elle va avoir son chômage, puis pré-retraite. Si vous travaillez plus longtemps, vous ne pourrez pas avoir le même mécanisme. Mais qu'est-ce que ça durera plus longtemps. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Éric Verhaeghe, au fait qu'effectivement les seniors souvent sont mis d'office au chômage? Alors, comment on fait pour bosser jusqu'à 64 ans? Je réponds sur le sujet d'Alexis. Je précise quand même que en Allemagne, les gens vivent en bonne santé 5 ans de plus qu'en France. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la casse sanitaire des salariés dans les entreprises françaises. Je pense que le mécanisme de pénibilité, il encourage les employeurs à casser du salarié plutôt qu'à les protéger. Et les Allemands n'ont pas de mécanisme de pénibilité et vivent 5 ans de plus que nous en bonne santé. Ce qui est la preuve qu'on peut faire beaucoup mieux, pas très loin de la France. Sur comment on fait pour faire travailler les seniors, je pense c'est une question sans fin. Il y a un problème, il y a une réalité qu'on doit dire aux seniors, c'est qu'à partir de 57 ans, s'ils veulent continuer à travailler, ils doivent accepter une forme de déclassement. C'est un tabou, mais travailler après 57 ans ne veut pas dire continuer à progresser dans sa carrière. Ça veut forcément dire tout à régresser. Non, mais c'est même pas progresser dans sa carrière, ça veut dire être au chômage. Aujourd'hui, oui, vous avez beaucoup de seniors qui doivent arbitrer entre un petit job et le chômage et qui disent mais moi j'ai été cadre, j'ai pas envie de faire un petit job, je préfère être chômeur. Et ce sujet-là, il y a un tabou à dire, c'est que travailler quand on est senior, ça ne veut pas dire travailler au même niveau hiérarchique, au même niveau social que quand on était à la fleur de l'âge. On licencie les seniors parce qu'ils coûtent trop cher à l'entreprise. C'est ça le problème, c'est la raison. Allez, c'est fini, hélas, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. André Berkoff qui lui n'est pas à la retraite. À tout de suite.